bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est assez bien résumé et c'est vraiment dans le fil de mon propos. Je vais d'abord intervenir devant vous comme historienne et puis je vais mettre ma casquette de militante pour aller défiler contre la loi sécurité globale, ce qui rejoint un petit peu l'articulation dont nous allons parler ensemble cet après-midi, à savoir l'articulation entre l'histoire, la fonction d'historien, d'historienne et son rapport aux politiques. Alors, j'ai un petit peu choisi de retitrer mon intervention. Je l'ai appelée la place du vrai et du politique dans l'histoire comme science humaine et comme science sociale. Il vous aura échappé à personne, hein, je pense qu'il n'aura échappé à personne que nous avons ce privilège, nous, historiens, historiennes, d'être sans doute la discipline qui est l'une des plus mobilisées dans l'espace public. Hein. Je pense même la plus mobilisée si on regarde sur une échelle longue. Alors, nous avons, ça s'explique hein, évidemment par l'histoire de la discipline, hein, par le fait que l'histoire a servi la cause d'une identité nationale, d'une construction nationale, par le fait aussi que l'histoire a servi le pouvoir, avant même d'ailleurs d'être circonscrite comme une discipline dite scientifique. Donc il y a tout un tas de raisons qui fait que c'est une discipline qui a acquis une certaine dignité hein, dans la hiérarchie, on va dire, disciplinaire. Et lorsque on touche par exemple une virgule d'un programme d'histoire, on est sûr de faire la une du JT du 20h, hein, tellement on a l'impression que c'est un enjeu de civilisation. C'est très français, hein, c'est pas valable dans tous les États, donc il y a là une spécificité française. Ça donne aussi des inconvénients, hein. En particulier, nous avons peut-être pas 60 millions d'historiens, mais en tout cas beaucoup d'historiens autoproclamés qui s'appellent Éric Zemmour, qui s'appellent François Fillon, qui vont nous donner régulièrement leur science sur, enfin leur science avec mille guillemets évidemment, hein, sur qui l'histoire de Vichy, qui l'histoire de la colonisation. Et donc, on a comme ça une espèce de bain dans lequel nous évoluons, nous aussi, historiens, historiennes, avec tout un tas de détournements, d'instrumentalisation, d'usage public, d'usage politique de l'histoire, à propos desquels il nous faut décider si nous devons nous positionner ou pas, comme gardiens de la vérité ou pas, comme redresseurs de tort ou pas. Enfin voilà, des postures qui sont des postures qui ne sont pas toujours confortables et qui ne sont pas non plus toujours faciles à théoriser. Alors, j'ai choisi du coup, alors toujours dans cette introduction, pardon, hein, voilà, je vous ai montré un peu la face sombre. La face plus optimiste, c'est qu'il y a une passion d'histoire dans ce pays. Hein, et on le voit à travers, par exemple, le nombre de films historiques, le nombre de romans historiques, le nombre de BD historiques, cette place aussi que l'histoire tient dans le débat intellectuel en France. Hein, vous n'avez quasiment aucun article de fond, par exemple, dans les médias ou aucune intervention un petit peu consistante dans les débats publics sans qu'il y ait, à un moment donné, une référence à l'histoire. Donc, on voit bien que c'est une discipline qui est vraiment tiraillée hein, entre des usages, on va dire, plutôt enthousiasmants et puis des usages plutôt délétères et que, évidemment, à l'intérieur de ça, ce qu'il est difficile souvent à circonscrire, c'est notre place en tant que scientifique, en tant qu'historienne, en tant qu'historien, mais aussi notre place en tant que citoyen, citoyenne, voire militant, militante, et comment est-ce que nous aussi, nous composons avec ces différents usages et mésusages de notre discipline de formation. J'ai donc choisi d'interroger un petit peu tous ces points-là en posant la question suivante, enfin en tout cas en posant les questions suivantes. D'abord, dans tout ce que je viens de vous décrire, quelle est la place de la vérité hein? Où est le vrai dans tout ça? Où est le vrai? Ça, c'est la première chose. Parce qu'à partir du moment où on a une multiplication de canaux de diffusion de récits historiques, eh bien, à quel moment est-ce qu'on ne sombre pas dans le relativisme et à quel moment est-ce qu'on dit ça, c'est vrai? Ça, c'est une première question. Deuxième question, évidemment, qui lui est corollaire hein, et qui lui est inhérente, comment construire le vrai hein? Et est-ce que l'histoire, en tant que discipline scientifique,
construit le vrai? Est-ce qu'il est possible de construire le vrai? Vous connaissez tous ces discours disant mais oui, mais l'histoire, c'est celle des dominants, c'est celle des puissants, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est toujours un point de vue, c'est toujours une position, etc. On voit bien que toutes ces affirmations sont aussi susceptibles de fragiliser le rapport au vrai de la discipline historique. Et puis la troisième question qui découle de ces deux questions précédentes et de ce que je viens de vous présenter, c'est si le vrai est possible, et je vais vous montrer qu'il l'est, si le vrai est possible, est-ce que pour autant il ne doit servir aucune cause? Est-ce qu'il devrait répondre à cette fameuse, alors c'est la formule sur laquelle je reviendrai en conclusion, neutralité axiologique, fameuse formule de Max Weber, ou est-ce qu'on peut à la fois avoir du vrai, avoir construit du vrai et être au service d'une cause? Pour répondre à ces questions-là, je vais procéder comme je vous l'ai mis dans le petit résumé, donc en 3 moments qui vont un petit peu détricoter cette discipline historique. Le premier moment, en vous montrant que l'histoire est une science, parce que je sais bien qu'en dehors des historiens, historiennes, c'est aussi une vraie question. Ce n'est pas comme la physique-chimie. Généralement, il y a des gens qui peuvent en douter du caractère scientifique de l'histoire. Ensuite, en vous montrant qu'il s'agit d'une science humaine. Et enfin, en vous montrant qu'il s'agit d'une science sociale. Alors, l'histoire est une science. Je vais reprendre la formule d'une de nos figures tutélaires que nous aimons toutes et tous beaucoup, qui nous réconcilie généralement lorsqu'on a des débats. C'est le fameux Marc Bloch. Tout le monde connaît cet historien Marc Bloch qui avait finalement une définition assez simple et en même temps extrêmement intéressante de la discipline historique. Il disait « L'histoire, c'est la science des hommes dans le temps ». Alors, bien sûr, nous allons tout de suite lui ajouter la science des hommes et des femmes dans le temps, mais la science des humains dans le temps. Donc, d'abord, il postule que c'est une science. Et ça n'a pas toujours été le cas. L'histoire est effectivement une science depuis grosso modo le 19e siècle, ce fameux siècle, comme certains l'appellent, de la modernité, le siècle qui est traversé par tout un tas de réflexions sur la raison, sur le progrès, sur tout ce qui est la marche de l'histoire. Siècle de la modernité, c'est cette idée que l'histoire avance de manière linéaire vers du toujours mieux. C'est au 19e siècle que l'histoire se configure comme une science véritablement. Et elle se configure comme une science par l'intermédiaire de la méthode historique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si on parle d'un courant à la fin du 19e siècle, d'un courant d'historiens qui s'appelle les historiens méthodiques. Qu'est-ce qu'elle dit, cette méthode historique? Elle dit d'abord que notre matière première, ce sont des sources. Ça, c'est la première chose. Que ces sources, nous devons apprendre à les interroger. Nous devons en faire une critique interne, la source en tant que telle. Qu'est-ce qu'elle dit? Au fond, est-ce qu'on peut lui accorder toute foi ou est-ce qu'au contraire, il faut, selon l'auteur, etc., essayer de la faire parler, critique interne, ou critique externe, qui l'a produite, dans quelles conditions, etc. Donc, notre matière première, c'est la source. La deuxième condition de la méthode d'historien, c'est le croisement des sources. Les sources doivent être obligatoirement croisées pour espérer obtenir un résultat. Ce croisement des sources nous amène à nous poser une question. C'est une hypothèse, et cette hypothèse jaillit du croisement des sources. Elle nous amène à nous poser une question et nous partons par le biais de la méthode historique et donc par le biais de l'analyse et du croisement de ces sources, vers une démonstration qui aboutit elle-même à des résultats. Les résultats sont ce que l'on pourrait appeler des administrations de la preuve et ce qui garantit leur caractère vrai, leur caractère scientifique, c'est que ces résultats sont validés par des pairs, PAIRS, dans le cadre de protocoles comme par exemple une soutenance de thèse, ou alors une évaluation d'articles, ou alors une évaluation d'ouvrages. Et donc, à l'arrivée, on a bien une œuvre, une production historienne qui donne lieu à des résultats, qui aboutit à des résultats qui, à un moment donné, sont considérés comme vrais. Donc, cette méthode historique,
le fait que la profession d'historien se configure au XIXe siècle, le fait que ces résultats soient validés par des pairs, contribue à faire de la science, enfin de l'histoire, une science et désormais à pouvoir parler de science historique. Il y a donc une stabilisation de la méthode et une légitimation de l'histoire comme science. Deuxième point maintenant, science des hommes et des femmes, hein, donc Marc Bloch, science des hommes et des femmes, donc une science humaine. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'histoire comme science humaine? L'histoire comme science humaine résonne à partir d'acteurs et d'actrices. Hein, là, je vais en revenir vraiment à l'épistémologie de la discipline historique. Elle résonne à partir d'acteurs et d'actrices. Elle se pose la question de qui? Qui fait quoi? Le qui, ce sont les acteurs et les actrices. Et ça peut prendre plusieurs formes. Pendant très longtemps, ça a pris par exemple la forme de l'héroïsation. Ce sont les fameux grands hommes. Grands hommes, évidemment masculins, l'histoire des grands hommes, dans laquelle on baigne encore aujourd'hui. C'est le fameux roman national, vous en avez tous entendu parler. Même les femmes, même Jeanne d'Arc était considérée comme un grand homme à l'époque du 19e siècle. Donc voilà, c'est l'histoire des grands hommes. Je le dis parce qu'il y a des couvertures de cahiers, c'est marqué « homme célèbre » et vous avez l'image de Jeanne d'Arc. Ça m'a toujours fait rire. Donc, il y a eu le procédé d'héroïsation, qui a été à un moment une manière de penser la question des acteurs, mais il y a aussi une réflexion sur les acteurs collectifs, par exemple, les ouvriers, ce sont des acteurs collectifs, sur les acteurs en tant que groupes sociaux, par exemple, si je fais une histoire des enseignants, je vais parler de groupes sociaux, sur les acteurs en tant que classe sociale. Alors, on ne parle plus beaucoup comme ça, mais on peut dire catégorie sociale. Par exemple, si je prends l'aristocratie, je fais un travail sur les acteurs en tant que catégorie sociale. Ce travail sur les acteurs se fait de justement déterminer absolument qui, c'est typiquement la base du raisonnement historique, c'est-à-dire de comment on pense en historien. Mais ça ne suffit pas. Marc Bloch nous rappelle que c'est la science des hommes et des femmes dans le temps. Le temps, c'est, dit-il, il a une superbe formule, c'est le plasma où baignent les phénomènes comme le lieu de leur intelligibilité. C'est le plasma où baignent les phénomènes comme le lieu de leur intelligibilité. Notre matière première, à nous, c'est le temps. Nous travaillons le temps. L'historien travaille le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'historien ne s'inscrit jamais dans une chronologie qui lui est toute donnée, clé en main. Vous savez, cette fameuse prise, j'allais dire crise chronologique, c'est pas mal, cette fameuse frise chronologique qui lui est donnée clé en main et dans laquelle il déciderait de s'inscrire ou d'inscrire ses recherches. Ça ne se passe pas comme ça. L'historien, lui, quand je dis travaille avec le temps, ça veut dire qu'il construit sa temporalité, il périodise, il construit ses propres périodes. Et pour le dire très simplement, on peut par exemple faire l'histoire d'une année, l'année 56. On peut faire l'histoire d'une journée, le 14 juillet 1789. Et vous voyez qu'on est bien loin des enjeux de chronologie. On peut faire aussi l'histoire du climat, comme l'a fait Emmanuel Leroy-Ladurie, mais comme l'ont fait d'autres, bien sûr, plus récemment. Et vous voyez bien que si je fais l'histoire du climat, je suis dans une périodisation qui n'a rien à voir avec l'histoire d'une journée. Donc, le temps comme notre matière première. Et ce qui fait la saveur du travail de l'historien, c'est qu'il essaie de restituer ce que l'on appelle l'historicité, c'est-à-dire le rapport au temps des acteurs, des actrices et des événements sur lesquels il est en train de travailler. Leur rapport au temps. On reconstruit le fameux rapport au temps des acteurs et des actrices sur lesquels on est en train de travailler. Pour vous donner un autre exemple. Attention, Laurence, attention au temps, justement. Je suis à 14 minutes, Daniel. Oui, j'ai le chronomètre. Très bien. Si je vous donne un exemple, le rapport au temps des résistants, qui sont en situation de guerre, qui sont dans une urgence permanente, eh bien, ce n'est pas le même rapport au temps que des villageois au 19e siècle dans un village de Corrèze, par exemple. Donc, on travaille sur cette historicité. Et enfin, l'histoire comme science sociale. Et c'est évidemment celle-ci qui sert de prise aujourd'hui aux critiques les plus nombreuses, puisque, on le sait, c'est la sociologie, et notamment la sociologie critique, qui aujourd'hui passe sous les fourches caudines de ceux qui disent expliquer, c'est excuser, etc., etc.
Oui, l'histoire est une science sociale et ça fait longtemps qu'elle est théorisée comme ça. Une science sociale qui se pense avec un certain nombre d'outils qui sont des outils d'observation des faits sociaux, qui sont des outils d'observation du fonctionnement d'une société. Parmi les derniers outils, peut-être me poserez-vous des questions là-dessus, il y a par exemple le genre, qui est un outil, qui est un outil d'observation des relations de domination entre masculin et féminin. Il y a par exemple l'intersectionnalité, je mets exprès les pieds dans le plat pour prendre des sujets bien chauds, qui lui aussi est un outil d'observation des différentes modalités de domination. Il y a la race, qui est un outil d'observation des dominations de nature raciale. Toutes ces choses-là sont des outils que nous, en tant qu'historiens et historiennes, nous mobilisons. Est-ce que cela fait de nous des militants ? Comme l'a récemment dit une pétition signée par 100, voire 200 gardiens du temple de, soi-disant, la neutralité axiologique. Est-ce que cela fait de nous de graves militants? Est-ce que cela fait de nous de graves propagandistes, beaucoup plus graves, par exemple, qu'un François Fillon qui compare la colonisation avec un échange de culture, beaucoup plus grave qu'un Zemmour qui considère que Vichy a sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que nous serions de graves propagandistes parce que nous utilisons ces outils-là et parce que nous revendiquons une forme d'engagement par l'histoire? Peut-être pour le comprendre, faudrait-il en revenir à cette fameuse, je vais finir là-dessus, formule de neutralité axiologique. Cette formule, c'est une formule qui nous vient de Max Weber, qui était donc un sociologue, que vous connaissez tous, et dans un texte célèbre qui s'appelle « La science, profession et vocation ». Dans ce texte célèbre, Max Weber utilise le terme, je vais reprendre l'analyse de quelqu'un qui l'a traduit, qui s'appelle Isabelle Kalinowski, il utilise le terme de Weltfreiheit. T'inquiète pas, Daniel, il est 16h, j'ai 16 minutes 47. Weltfreiheit, c'est-à-dire un terme allemand. Un terme allemand qui a été pendant longtemps traduit par neutralité axiologique. C'est sa première grosse traduction, on va dire. Et elle lui donne une autre traduction. Elle le traduit en disant ce n'est pas la neutralité axiologique, c'est la non-imposition des valeurs. Elle dit cette formule-là, qui n'a pas son équivalent en un mot en français, moi je vais la traduire comme la non-imposition des valeurs. Elle rappelle que lorsque le premier traducteur a utilisé neutralité axiologique, en fait, il l'a utilisé pour disqualifier une pensée d'un courant intellectuel montant qui serait plutôt un courant intellectuel de gauche. Et donc, c'était une manière, en fait, de critiquer la gauche, et la gauche lorsqu'elle produit du savoir. Bon. Et donc, Isabelle Kalinowski dit cette formule-là ne convient pas. En réalité, il s'agit, dans la tête de Max Weber, de la non-imposition des valeurs. Et qu'est-ce que ça veut dire, la non-imposition des valeurs? Ça ne veut pas dire que le savoir n'est pas engagé. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on produit de la science, on n'est pas en prise avec un contexte, une conjoncture, des idées du moment. Ça veut dire simplement qu'une fois qu'il y a eu production du savoir, on n'est plus maître de son savoir et on ne doit pas destiner ce savoir à la propagande ou à l'endoctrinement, c'est-à-dire on ne doit pas imposer ses valeurs. C'est ça que cela veut dire. Et vous voyez que si je le traduis comme ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce que je sous-entends, c'est qu'on peut tout à fait être quelqu'un comme moi, comme mille autres, qui sont ardemment engagés dans des causes sociales, et pour autant faire une science qui a toutes les garanties de la science, qui a toutes les garanties de la neutralité du point de vue de la méthode que je vous ai décrite, tout simplement parce que nous avons objectivé le lieu d'où nous parlons, parce que nous savons pourquoi cette question-là, nous avons envie de la travailler, parce que c'est vrai, c'est une question du présent, mais que pour autant, nous ne fermons pas le savoir produit sur lui-même et ne nous l'utilisons pas comme un instrument de propagande. Donc ceux qui vont se dire gardiens de la vérité, gardiens d'un savoir qui ne serait pas réfutable, or c'est la définition de la science, ceux qui vont se dire gardiens d'un savoir non réfutable, eh bien ce sont eux les propagandistes. Et finalement, ce sont eux les militants, et ce sont les militants qui vont dénaturer le caractère premier du savoir produit par la science et produit par la raison, à savoir son caractère émancipateur. Voilà. 19 minutes 35, Daniel. Oui, bravo.
Je ne vois pas paraître de questions écrites. Bon, peut-être qu'elles viendraient plus quand les échanges seront mis en parallèle. Je ne sais pas si j'ose pas en poser une à propos de la question des valeurs qui transparaît dans ton propos et sur la traduction de neutralité axiologique, ne pas imposer les valeurs, le rapport entre histoire et valeur. Je Oui, me bah, permets, puisque des questions n'étaient pas venues de la salle. en fait, c'est difficile de poser la question comme ça. Je crois que Je sais bien. voilà, je crois qu'il faut vraiment rester cantonné à cette question de l'articulation entre histoire et vérité. Et à partir du moment où on admet qu'il y a la production du vrai par le biais de la science historique, alors ce savoir qui est produit est un savoir qui est, je dirais, presque la garantie d'une intégrité et d'une honnêteté. Et la valeur, la question de la valeur se pose, à mon avis, à cet endroit-là. Voilà. Je pense, par exemple, j'avais prévu de vous le citer, mais je n'ai pas eu le temps, c'est quelqu'un comme Noiriel, par exemple, avec lequel on peut ne pas être d'accord. Il a des mots sur sa production en tant qu'historien qui sont des mots extrêmement intéressants. Il dit, voilà, se mettre en démarche de recherche, c'est accepter d'avoir tort dans les présupposés qu'on pouvait avoir au départ lorsqu'on commence la recherche. Et c'est au fond cette honnêteté-là du chercheur ou de la chercheuse, celle de se dire, ben, finalement, je ne trouve pas ce que j'avais prévu de trouver. C'est cette honnêteté-là qui garantit en fait l'intégrité d'un savoir et qui fait que du coup, ben, la valeur, elle va de soi. C'est celle de l'intégrité, c'est celle de l'honnêteté, c'est celle d'une science qui ne sert pas la cause d'un endoctrinement, mais qui sert la cause d'une émancipation collective. Il y a une question de Gérard qui t'est posée, et puis je vois une question sur les questions et réponses. On te demande de reprendre la formule de Marc Bloch concernant, Sur le plasma. ouais. Concernant le temps. Ouais. Alors, elle est belle, hein. Donc, je vous l'ai dit, c'est le plasma même où baignent les phénomènes. Donc, le temps comme le plasma même où baignent les phénomènes et comme le lieu de leur intelligibilité. Le plasma même où baignent les phénomènes et le lieu de leur intelligibilité. J'adore cette formule parce que moi, pendant très longtemps, j'ai dit c'est la matrice et je ne trouvais pas exactement le mot qu'il fallait. Et plasma, c'est exactement celui-ci, en fait. Je donne la parole à Marie-Christine, qui sait des choses, qui a des questions à reporter. Je ne sais pas des choses, je me contente de me faire le porte-parole. Donc je vais dire que j'ai deux questions. Une qui rejoint un peu la première que posait Daniel, un peu différente néanmoins, sur la différence entre vérité scientifique et objectivité. Et une autre qui consisterait à demander comment la recherche historique peut prendre en compte la participation des citoyens. Peut-elle le faire? Et ça, c'est un lien direct avec le débat de ce matin sur la science, et donc en l'espèce l'histoire, dans la société. Merci Marie-Christine. Alors peut-être sur la première, je ne vais pas à nouveau redire, sauf si tu veux que je précise quelque chose en plus, ou parce que la seconde, j'en ai pas parlé, me semble peut-être un petit peu plus... enfin, j'ai pas encore répondu, quoi, comme tu veux. Vas-y sur la seconde et on verra si l'auteur de la première question se sent satisfait ou s'il réagit. Ok. Oui, c'est effectivement une question absolument majeure. Alors, j'ai pendant quelque temps présidé une association qui a un petit peu perdu de son activité, mais qui s'appelait le Comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, le CVUH. On était né en 2005
On s'était constitué en 2005 parce que c'était l'année, vous devez vous souvenir, où il y avait vraiment des débats, mais en permanence, sur la mémoire coloniale. C'est vraiment l'année, dans ma tête, je l'appelais l'année post-coloniale par excellence. Hein. C'est la loi qui demande d'enseigner les aspects positifs de la colonisation, c'est les révoltes dans les banlieues, etc. C'est le manifeste des indigènes de la République. Donc on avait dans tous les sens, en fait, des instrumentalisations de l'histoire. Et le CVUH s'est créé, d'ailleurs avec Gérard Noiriel dont je parlais, sur cette idée qui était une manière de nous démarquer de 99% de nos collègues historiens. Il s'est créé sur cette idée de dire que nous ne souhaitions pas disqualifier le fait que les citoyens avaient à un moment donné besoin de produire des récits historiques. Voilà. Pour nous, on n'est pas propriétaire en fait de l'histoire et on n'est pas, ce que je disais tout à l'heure, les gardiens de la vérité historique. En revanche, nous avons, je pense, la responsabilité de marquer les frontières entre ce qui relève de la discipline scientifique, de la méthode historienne, donc du champ de la recherche, et ce qui relève du débat démocratique, lequel est tout à fait libre d'aller puiser en fait dans ce champ de la recherche. Et nous avons développé cette idée que nous mettions à disposition en fait des outils et des savoirs pour nourrir le débat citoyen. Voilà. Ce qui était une façon de nous positionner un peu comme sur une ligne de crête, hein, c'est-à-dire de ne pas être trop corporatiste, gardien du temple dans notre tour d'ivoire, comme on disait à l'époque, en disant c'est nous en fait qui détenons les clés de la vérité historique. C'est de dire oui, c'est vrai, nous sommes des producteurs de savoirs historiques. Ces savoirs historiques, nous les mettons à disposition. Libre à vous de vous en emparer pour nourrir le débat démocratique. Et ensuite, le débat démocratique fait son travail, c'est-à-dire il y a de la conflictualité, il y a des arbitrages, voilà, il y a des avancées, etc. Voilà comment nous avons pensé ça. Et depuis, moi, j'y ai ajouté une dimension à laquelle je suis particulièrement attachée, qui est celle de la vulgarisation, hein, qu'on n'avait pas suffisamment pensé au CVUH, c'est-à-dire qu'il est de notre responsabilité de producteurs de savoir de réfléchir à comment transmettre, vulgariser, mettre en partage sans dénaturer précisément les savoirs produits. Laurence, peut-être que d'autres questions viendront te concernant. On les reprendra ensemble plus tard. Oui, Je et puis crois qu'il faut passer l'intervention de Mme Berthaumieux. Ce que je vous propose, c'est s'il y a des questions vraiment brûlantes, je peux en fait faire des réponses écrites et puis je vous les enverrai, vous verrez comment on les partage. Merci beaucoup en tout cas et désolée de vous faire faux bon. Merci Laurence. Merci à vous. Bon après-midi. Je passe la parole à Mme Berthaumieux, dont je vous lisais sur le document que vous avez tous reçu qu'elle est directrice de recherche en chimie au CNRS, qu'elle est présidente du conseil scientifique du CNRS. J'ai bien aimé une formule dont elle use à la fin de sa présentation. J'ai envie comme ça de la relancer, cette formule, comment s'y retrouver. J'ai trouvé cette formule de langue populaire particulièrement intéressante chez quelqu'un dont je m'imaginais que c'était des sciences dures, etc. Merci, madame. Bon, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. C'est vrai que je m'inscris un petit peu dans ce langage-là parce que l'idée, c'est qu'on a tous été confrontés à un vrai problème et on l'est toujours et que j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut parler le mieux possible au public. Vous m'entendez bien? Alors, tout d'abord, très bien. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs de la LDH d'avoir centré l'Université d'Automne sur les sciences, la confiance et la démocratie, parce que c'est un sujet qui est cher à tous. Et tous ceux qui sont présents aujourd'hui, qui concernent tous les participants au-delà, peut-être de cette université, tous les citoyens. J'espère que tous en ressortiront avec des pistes de réflexion sur lesquelles ils pourront continuer à s'interroger. Alors, le temps qui est consacré à chaque thème devrait pouvoir permettre de fournir assez d'éléments de réflexion à chacun. Et donc, je rappelle que le thème que je vais aborder, c'est y a-t-il une vérité scientifique? Point d'interrogation. J'aime beaucoup ce point d'interrogation parce que c'est vraiment un signe de la question scientifique. Et les divers niveaux de scientificité, pardon.
Et donc, je vais aborder la question peut-être d'une façon un petit peu, enfin, très, très différente des deux autres. Alors, je me suis placée le citoyen à la place du citoyen que j'ai été, qui a été perdu dans l'inconnu depuis le début de 2020, à la fois car il ne comprend pas ce qui lui arrive et parce qu'il ne Bien comprend relevé la jolie phrase. les recommandations préconisées essentiellement de leurs élus, mais aussi de scientifiques, car elles ne sont pas toujours claires. Qui dit le vrai? Donc, en fait, c'est la question que n'importe qui peut se poser. Pour n'en donner que quelques exemples, il n'a d'abord pas compris pourquoi il n'y avait pas de contrôle des passagers venant d'Asie. Ça, c'était une question qui m'a été posée par une collègue vietnamienne qui ne comprenait pas. Ça, c'était dès le mois de janvier. Il n'a pas compris les décisions de l'OMS. Il n'a pas compris non plus des annonces de nos élus en janvier, février dernier. Celles données autour du 15 mars n'étaient pas claires non plus, etc. Tout cela a créé un climat d'incertitude, de flottement et rompt la confiance nécessaire entre le citoyen et les élus et qui a aussi affecté les scientifiques. Si l'on est capable de comprendre que le circuit de décision n'est pas facile, un tel flottement participe à déstabiliser le citoyen quand il a besoin de confiance et d'être rassuré. Alors, dans cette présentation très brève, je voudrais présenter certains aspects de la pandémie au regard du citoyen. C'est l'incertitude dans laquelle nous avons été plongés, que ce soit de savoir comment le virus se propage, ses cibles, qui il touche, au bout de combien de temps il n'y a plus de risque d'être contaminé, donc des choses très, très basiques. Nous avons tous été rivés et aux aguets des informations sur ces sujets et nous étions des citoyens captifs. Alors après, il y a un autre aspect, c'est comment faire la part des choses dans des messages contradictoires. Et enfin, quelle réponse la recherche peut-elle donner à ces questions? Alors, je vais passer un petit peu de temps à expliquer pourquoi on était dans l'incertitude et je vais expliquer comment un scientifique travaille. Alors, l'incertitude, elle est combinée à un état de sidération qui nous a énormément déstabilisés. Dans le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, les activités ont été suspendues, arrêtées brutalement, à la fois pour les étudiants, pour toutes les personnes impliquées dans les métiers de la recherche. Les recherches elles-mêmes, même si tous les sujets et toutes ces personnes n'ont pas été touchées ou impactées de la même façon. Énormément de ces personnes et de toutes les disciplines scientifiques se sont engagées pour trouver, fabriquer, distribuer du matériel, sans compter. Cette réponse à l'urgence de la situation a été remarquable. Fourniture de gants, masques, fabrication de gel, sans compter toutes les recherches qui ont été maintenues dans les secteurs pouvant travailler à donner des réponses à cette pandémie. Nous étions dans l'attente et l'impatience de reprendre nos vies et nos travaux comme avant, en voulant un monde d'après différent, mais sans avoir conscience que ce n'était pas juste une parenthèse. Tout le monde ne l'a pas vécu de la même façon. Certains ont pu être malades, avoir des difficultés de santé ou avoir des proches malades. Pour d'autres, ce premier confinement a donné un peu de temps. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine dernière. J'avais une pile de journaux récents à lire. Et en même temps, je faisais un sudoku pour me détendre et je tombe sur un article titré « En Chine, l'inquiétude vire à la psychose ». Je lis l'article que je trouve terriblement anxiogène au point de me demander s'il ne s'agirait pas de la publicité d'un livre, un film d'horreur ou autre. Très vite, je me rends compte que c'est un numéro de janvier 2020 qui s'était glissé dans ma pile de journaux. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je ne sais pas dire tout ce que cela a pu réveiller en moi, mais je souhaitais partager avec vous cette expérience curieuse de la lecture de ces pages écrites en janvier qui m'ont replongé dans ce climat d'incertitude et d'infini malaise qui se sont installés à partir de cette période. Le reconfinement est vécu différemment cette fois, avec une incertitude différente et la particularité que l'on a du mal à se projeter dans le futur. Alors, la perspective d'une vaccination arrive à point nommé. Nous comptons sur nos politiques, nos élus, pour qu'ils saisissent cette perspective et redonnent la confiance tant attendue de nous tous.
Je vais maintenant essayer de présenter la méthode, ou plutôt des méthodes scientifiques, en vue d'aborder le deuxième point de ma présentation que j'ai intitulé « Comment faire la part des choses dans des messages contradictoires ». Il est important de clarifier ce qu'on peut attendre d'un scientifique et nous allons nous intéresser à eux pour expliquer à tout le public comment ils travaillent et essayer d'aider le public à faire la part des choses dans tous les messages contradictoires qui ont été donnés par des élus et parfois trop largement relayés dans la presse. Je précise donc, comme vous le savez, que je ne suis ni médecin, ni biologiste, ni virologue, je suis chimiste. Comme j'exerce le métier de chercheuse dans ma discipline, la force, la caractéristique de mon travail réside dans l'aptitude que l'on a à se poser des questions et à y répondre. Pour cela, il faut avoir un esprit critique important et une méthode de travail robuste. Un volet majeur de cette activité, donc de recherche, est de faire avancer ce qu'on appelle le front de connaissances. Sans ces approches, la chimie du 19e siècle serait la même que celle du 20e siècle et celle du 21e siècle. Grâce aux méthodes déployées par la recherche, des évolutions gigantesques se sont produites d'année en année. Il en est de même pour bien d'autres disciplines, je pense à la géologie, la biologie. Je ne pense pas que mes livres de chimie du collège soient les mêmes que ceux que les collégiens ont aujourd'hui. Je ne pense pas que mes livres de même à l'université, l'enseignement de la chimie a changé depuis 40 ans, idem pour la biologie. L'informatique commençait à peine, donc vraiment c'est important de souligner ça. Pratiquement, comment est-ce que cela se passe? Eh bien, on apprend cette activité. Comment est-ce qu'on se forme à la recherche? On apprend cette activité en la pratiquant au cours d'une période de plusieurs années. Bon, elle peut être de 3 ans, elle peut être de plus, qu'on appelle la formation à la recherche, à l'issue desquelles on a travaillé à faire avancer un sujet, un seul, dit de recherche. Et s'il aboutit, il va permettre d'obtenir le diplôme de doctorat. Mais là n'est pas le propos. Ces années permettront de pratiquer la méthode scientifique de son domaine. C'est pour ça que je dis qu'il y en a plusieurs. Enfin, je pense qu'on en a plusieurs en chimie. Dans ma discipline et dans ma discipline, on en a une méthode qui va permettre de déconstruire des résultats pour en établir de nouveaux, plus robustes à la critique, voire impossibles à déconstruire. Donc, l'idée, c'est de tester la robustesse d'un résultat. Pour établir leur robustesse, on soumet ces évaluations à la critique de scientifiques compétents ou spécialistes du domaine, comme ça a été présenté tout à l'heure pour l'histoire. Et c'est ce que l'on appelle l'évaluation par les pairs. Donc, c'est des scientifiques ou des chercheurs qui ont exactement qui travaillent sur les mêmes sujets, qui sont les plus compétents. Ce processus d'évaluation permet de faire évoluer des questions scientifiques, des controverses, dans le but ultime d'atteindre la vérité scientifique, ce qui peut prendre beaucoup de temps, voire un temps infini, tant il est rare que le processus prenne fin. Donc, en fait, c'est vraiment un processus d'échange et qui est infini parce que les choses, les vérités avancent et qu'on qu'on déconstruit, on arrive toujours à déconstruire, reconstruire. Et donc, ce processus itératif permet de tendre vers une vérité scientifique, mais qui est très lointaine, qui peut être très lointaine. La maîtrise d'un sujet requiert de nombreuses années de recherche, de débat. Le va-et-vient entre scientifiques est la meilleure voie de reconnaissance de l'avancée d'une recherche et de son évolution. Un tel exercice, car c'est un véritable exercice intellectuel, est fondé sur une méthode scientifique propre à chaque discipline. C'est ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Si toutes suivent le processus d'évaluation par les pairs, un processus de reproductibilité des expériences n'est pas nécessairement mobilisé par toutes les disciplines scientifiques. Et je pense par exemple au prix Nobel de chimie 2020, donc qui a été attribué à des biologistes, pas des chimistes, mais à des biologistes, qui a été attribué à 2 chercheuses qui ont créé une technique dite qu'on appelle brièvement des ciseaux moléculaires. Il apparaît plus aisé de manipuler du matériel végétal pour le modifier génétiquement avec de tels ciseaux moléculaires et reproduire de telles expériences que de le faire et de tester ces expériences sur du matériel humain. Donc, en fait, il y a une notion de reproductibilité dans la discipline qui est très, très forte, donc, et qui est un support très, très factuel, on va dire.
Après cette brève description de la méthode ou des méthodes permettant d'enrichir nos connaissances, vous voyez qu'un tel exercice s'inscrit dans le long terme, puisqu'il vise à faire avancer le front des connaissances, comme je l'ai dit en introduction. Cela n'empêche pas le chercheur d'avoir acquis au bout de peu d'années d'expérience ce qu'on appelle une expertise, même s'il n'a pas atteint des vérités scientifiques. Donc, l'expertise, c'est un petit peu quelque chose de compliqué. En effet, il peut être devenu l'expert de son domaine de recherche après avoir fait avancer ses études de recherche, avoir soumis ses travaux à des pairs, etc. À ce titre, les chercheurs peuvent conseiller, évaluer des procédures à la demande d'une organisation, d'un politique. La France a des organismes de recherche de longue date qui sont de haut niveau et de compétences étendues qui peuvent permettre de réaliser de telles expertises pourvu qu'on leur demande. C'est d'autant plus important d'entretenir des liens avec eux que la science est inéluctablement de plus en plus complexe, comme l'a bien mis en évidence Bruno Canard ce matin. Pour reprendre ce qu'a écrit un ancien directeur général de l'INSERM, donc Philippe Lazare, la communauté scientifique a une double fonction sociale, à long terme dépasser les frontières de la connaissance et à court terme aider à agir à partir de ce que l'on sait. Très souvent, ça peut être dans une logique d'urgence comme celle que nous... Désolée, Madame Verdemieux, faites attention au temps. Oui, je regarde. J'ai fait comme la précédente collègue, j'ai mis mon chronomètre. Mais vous me dites 5 minutes avant. Désolé. Je suis désolé. Non, mais c'est tout à fait normal. Je note que je suis à 13 minutes 35. C'est bon? Alors, je voudrais juste faire une très belle parenthèse pour préciser que lorsque j'utilise le terme de scientifique, il inclut les chercheurs, mais tous les scientifiques ne sont pas nécessairement des chercheurs. Après cette brève parenthèse, je reprends mon terme d'intervention sur le rôle que peut jouer la communauté des chercheurs à court terme. Tout d'abord, la communauté scientifique internationale aurait dû conseiller l'Organisation mondiale de la santé, on en a parlé un petit peu récemment, ce matin et tout à l'heure, et faire un travail d'expertise à la lumière des connaissances du moment dans tous les champs disciplinaires concernés. On a vu qu'ils étaient nombreux. Et à ce moment, tout le monde était captif, donc on était vraiment à l'affût de toutes ces informations. Le rôle des décideurs, élus et responsables de telles organisations étant d'agir et décider à la lumière des connaissances accumulées qui leur auraient été présentées. Alors, pour faire court, il faut à la fois mettre à l'épreuve les connaissances des scientifiques, et j'insiste sur le point qui suit, l'intelligence de ceux qui les écoutent. C'est-à-dire qu'il faut avoir des personnes pour les entendre, ces conseils. En plus, un conseil scientifique doit être tout à fait indépendant et c'est essentiel pour que la confiance soit au rendez-vous. Qu'on laisse entendre que le conseil scientifique décide n'est pas normal et un tel message a été à plusieurs reprises transmis. Chacun a son rôle à tenir et c'est très très important. Pour en revenir au point 2 que j'ai appelé « Comment faire la part des choses dans des messages contradictoires », on pourrait recommander de se méfier des messages dans lesquels des élus se déchargent de leurs responsabilités et les font endosser par d'autres que les scientifiques, par exemple. En revanche, des interventions d'un médecin-chercheur qui a su si bien se faire entendre et a si bien distillé du vrai et du faux, il y avait les deux, ce qui était vraiment difficile. Je n'ai pas su quoi en penser les premières semaines du confinement et les avis de collègues de chercheurs ne m'ont pas aidé à me faire un avis, mais assez vite. Alors, en avril, il y a eu une publication du SNCS Hebdo du 2 avril qui était extrêmement bien documentée et qui était titrée « La démarche scientifique, la vraie ». Et raconte les recettes connues depuis des années. Ah, les bonnes recettes du docteur Raoult. Ça, franchement, ça a beaucoup aidé. Cette source bien rédigée et renseignée, tout est écrit en une seule page, combinée à d'autres informations que je suis allée regarder, dont celle d'une bonne connaissance du fonctionnement et celle d'avoir la connaissance du bon fonctionnement de la recherche, comme de ses dysfonctionnements qui sont parfois encouragés et soutenus par de nombreux élus, peu au fait de ce qu'est la recherche et d'autres sources scientifiques,
m'ont permis de douter sérieusement des affirmations péremptoires qui ont malheureusement été bien trop amplifiées. La presse est un relais qui amplifie le meilleur et le pire, et nous formons le vœu qu'elle n'amplifie que le meilleur. Force est de constater que nous attendons que notre vœu soit exaucé. Pour résumer cette dernière partie, il est important, 17 minutes, il est important dans cette période si difficile d'être capable de faire preuve d'esprit critique et de faire la part des choses dans les messages si contradictoires et même faux qui ont été apportés. Fort heureusement, nous avons pu voir que de très nombreuses personnes ne s'y sont pas trompées. Néanmoins, je veux reprendre des phrases publiées récemment et à deux reprises dans la presse nationale et belge. L'article intitulé « La méthode scientifique n'est pas soluble dans l'urgence » qui a été publié dans un premier temps le 14 octobre dans une tribune du journal Libération et qui a été publié par des présidents de section du Comité national du CNRS. Les phrases sont ni l'intuition, je les ai soulignées parce qu'elles sont importantes, ni l'intuition, ni a fortiori le bon sens, parce que souvent c'est un petit peu ça qui est raconté, ne peuvent se substituer au raisonnement critique et à la mise à l'épreuve systématique d'une hypothèse pour déterminer la causalité d'un phénomène, établir une loi ou démontrer un théorème. L'instauration de principes méthodologiques n'est pas un signe de dogmatisme, mais constitue au contraire la condition d'une pensée créatrice en science. Comme je viens de le dire, de très nombreuses personnes ne s'y sont pas trompées, ce qui soulève la question de la participation de représentants de la société civile à la formulation de questions à l'attention des décisionnaires. Peut-être que ça, c'est un volet dont on parlera peut-être plus tard. Maintenant, je vais m'arrêter après avoir rapidement répondu à quelle réponse la recherche peut-elle donner. Sans recherche dans des domaines bien différents, jamais nous n'aurions pu aller si vite dans la connaissance du SARS-CoV-2, c'est-à-dire que la recherche peut donner des réponses. En revanche, il subsiste un nombre énorme d'inconnus et d'interrogations. Les chercheurs sauront poser les bonnes questions et prendre les bonnes directions de recherche scientifique pour y répondre. Des informations du virus ont pu être constituées et les connaissances scientifiques accumulées sur le virus ont permis de démarrer des travaux pour développer un vaccin. Toutefois, et je vais insister sur ce point, des incertitudes nombreuses subsistent sur le développement d'un vaccin et il sera important d'avoir un discours politique clair qui puisse rétablir la confiance et que les élus ne fassent pas l'impasse de ces scientifiques pour recueillir leurs avis. Voilà, je pense que c'était le temps que j'avais. Merci. Merci, madame. Je passe tout de suite la parole à Michel Blais, en rappelant cependant, comme il nous le dit dans sa présentation, qu'il est historien et philosophe des sciences, qu'il est directeur de recherche honoraire au CNRS. À vous la parole. Merci. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que j'ai beaucoup apprécié les deux exposés de ce matin. Il faut le dire, ils ont été d'une clarté, d'une précision extraordinaire. Bon, cela étant, deux questions vont traverser en filigrane cet exposé. Que signifie le terme de science, qui est utilisé abondamment et sans rigueur, où l'on confond parfois le déductif, l'argumentatif, etc. On utilisait, depuis le début de cette journée, on utilise le mot science, mais personne s'est interrogé un peu sur son contenu. Comment, et le deuxième point, c'est comment et dans quelle mesure un scientifique peut-il éclairer une délibération, en un mot, devenir un expert? Il me semble nécessaire d'introduire deux remarques préalables. On parle souvent, trop souvent, de méthode scientifique. Pour ma part, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Y aurait-il une méthode scientifique en soi, indépendante d'un domaine concerné? La précédente exposé a montré qu'il n'y avait pas une méthode scientifique, mais des méthodes scientifiques. Donc, cette question est judicieuse. Et puis, y aurait-il donc une méthode? Et y aurait-il une méthode que l'on pourrait appliquer systématiquement pour trouver un résultat? Parce que si on a une méthode, c'est pour trouver un résultat. Je ne le pense pas non plus. On parle, en deuxième aspect, on parle de science. Mais que signifie le terme science et corrélativement, qu'est-ce que la vérité scientifique? Peut-on répondre à cette question dans l'absolu? Je ne le pense pas non plus. Donc, il me semble préférable de considérer le travail et les outils effectifs qu'utilisent les scientifiques pour construire des connaissances et pour préciser leur statut. Quels sont ces outils, procédures et autres? Afin d'expliciter ce questionnement, je développerai brièvement deux points dans les 20 minutes, le quart d'heure, 20 minutes qui me sont accordées. 1.
quelles sont les conditions de la connaissance, et deuxièmement, délibération et régime de connaissance ou de scientificité. Donc d'abord, les conditions de la connaissance. Le premier aspect de ces... Alors je vais faire un peu de philosophie des sciences, d'épistémologie, mais c'est absolument indispensable à un certain moment pour savoir quand même de quoi l'on parle. Le premier aspect de ces conditions impose de s'interroger sur les outils que le scientifique possède pour construire sa connaissance. On a parlé de la connaissance, mais les outils. Il doit être toujours capable, au regard de ces outils, d'être en mesure d'en évaluer les limites à l'intérieur desquelles se situent les avis et les évaluations qu'il est amené à formuler. La situation n'est pas simple, car derrière les outils se cachent des termes comme théorie, expérience, observation, modélisation, simulation, voire protocole, qui renvoient à des processus et à des méthodes très différents, impliquant des rapports divers à la connaissance, voire à une certaine visée de vérité. De ce fait, ces termes renvoient aussi à des conceptions différentes de ce que l'on peut comprendre sous le mot science, sauf à prendre science comme un mot valise qui est valable pour tout. Non, il faut être précis. De telle sorte qu'en utilisant l'un ou l'autre de ces termes, on fait implicitement parcourir au contenu significatif du mot science un champ sémantique qui, pour le dire rapidement, s'étend en gros de la physique théorique à l'ingénierie ou à l'économie la plus empirique. Or, il ne s'agit pas de la même chose. Or, tout n'est pas science de la même façon. Je n'ai pas dit que tout n'était pas science, mais n'est pas science de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre les discours. Il convient donc en premier lieu, et ça je pense là on entre un peu dans l'épistémologie, mais c'est important, il convient donc en premier lieu de se dégager de ce que l'on pourrait appeler un empirisme naïf. En effet, un phénomène observé par un physicien, un biologiste, un chimiste, peu importe, n'est pas une donnée immédiate. Il est construit, c'est-à-dire vu à travers les théories et décrit dans leurs termes. Une expérience de physique ne ressemble en rien à une simple observation, à la pure constatation d'un état de fait. Elle n'est pas non plus un protocole expérimental. La théorie physique n'est pas un calque de l'expérience, elle admet l'hypothèse et le dépassement de l'expérience en construisant un système conceptuel et formel permettant de repérer ensuite déductivement, et non pas par l'argumentation, mais déductivement, des aspects de la réalité. Prenons un exemple extrêmement simple. Quelqu'un, peu importe la personne, entre dans un laboratoire, par exemple, de physique. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit par exemple des aiguilles bouger, des choses comme ça. Il peut croire qu'on étudie le mouvement de la bougie. Pas du tout. On voit une aiguille bouger, il peut croire qu'on étudie le mouvement de l'aiguille. Pas du tout. On étudie la valeur d'un champ électromagnétique ou quelque chose comme ça. Et cela, il ne peut le savoir que s'il connaît la théorie. C'est-à-dire, si on entre dans un laboratoire, on ne sait pas ce qui se passe, sauf si on est le physicien qui connaît l'enjeu de ce qui se passe dans le laboratoire. Donc, il n'y a aucune observation naïve à faire. Aucune. Ce fonctionnement déductif, et de cela, on peut construire un phénomène déductif. Ce phénomène déductif de la science, et en particulier de la théorie physique, mais c'est valable pour d'autres champs, ne peut être mis en œuvre avec la même exigence dans toutes les situations empiriques. On ne possède pas toujours un cadre théorique susceptible de fournir tous les éléments par le moyen desquels il devient possible de monter une expérience en rapport avec les phénomènes que l'on veut étudier. Ces derniers peuvent par exemple présenter un tel enchevêtrement de paramètres, comme dans les sciences biologiques, sociales ou économiques, que l'idée même de construire une théorie ou d'en déduire leur processus d'effectuation d'une théorie existante, d'un corps de science bien déterminé, semble inaccessible. Comment alors mettre en place quelques morceaux théoriques susceptibles de conduire à des prédictions d'une certaine portée permettant de formuler un avis valide et responsable ? La chose est fort difficile et délicate. Et c'est là qu'on change de niveau de science. Elle consiste, pour le dire rapidement, à construire des modèles, c'est-à-dire des représentations théoriques simplifiées de certains aspects apparaissant déterminants du phénomène. Ensuite, recueillir les données empiriques correspondant à des grandeurs admises comme significatives. Et puis, on peut introduire ensuite ces mesures dans des calculateurs puissants, des codes de calcul basés sur les morceaux théoriques ayant permis la mise en place des modèles, et cela afin de faire des prédictions numériques portant sur l'évolution dans le temps des données initiales. À l'issue de ce processus bien éloigné d'une démarche théorique déductive, nous ne sommes pas dans le même champ. On pourra par exemple dire qu'en fonction des données mesurées à tel moment, il est probable que dans les heures ou les jours à venir,
elles ont repris telle ou telle valeur. C'est vrai pour le climat, le vieillissement des structures, l'évolution statistique d'une épidémie, les calculs boursiers. Il va sans dire que dans ce cas, la détermination du résultat numérique reste pour une large part, mais dans des limites que l'on sait encadrer, incertaines. Il importe en outre de ne pas confondre cette démarche avec celle voisine de la simulation, parce qu'on confond en général les deux, démarche par laquelle on imagine, via toujours un modèle s'appuyant sur une ou plusieurs théories simplifiées, ce que pourrait devenir tel ou tel état de fait si la valeur numérique de certains paramètres mis en jeu était modifiée par le scientifique dans le code de calcul. La simulation a donc un caractère spécifique, exploratoire et prospectif, ce qui n'est pas du tout le cas de la modélisation. Donc on voit là déjà des niveaux extrêmement différents de fonctionnement. On appelle toujours ça science, mais derrière, il n'y a pas la même chose, et c'est cela qui est important. Au regard de ce que je viens de préciser, donc c'est le deuxième point maintenant, au regard de ce que je viens de préciser, il importe de bien comprendre qu'il existe sous la dénomination de science des régimes différents de certitude et de connaissance de scientificité. Il ne veut pas dire que ce n'est pas scientifique, mais ce n'est pas le même niveau de scientificité. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est dans une déduction théorique qui permet de conduire à un résultat dont on est à peu près sûr, et dans les autres cas, non. Lorsqu'un phénomène est parfaitement décrit par une théorie, la situation est optimale, car la déduction à partir de la théorie des propositions décrivant le phénomène est aussi rigoureuse et stricte que possible. Par exemple, en biologie, nous avons très rarement une telle situation, puisqu'il n'y a pas, au sens strict, de théorie en biologie. Peut-être peut-on pas en faire, peut-être pourrons-nous en faire un jour, je ne sais pas. Mais on n'est pas dans ce cadre, d'où les problèmes absolument considérables que pose la biologie actuelle et ses, disons, résultats à venir. En revanche, la modélisation et la simulation sont des méthodes par lesquelles il est possible d'obtenir des prédictions intéressantes, mais qui en aucun cas ne peuvent prétendre ni à la totale précision, ni à la certitude, et encore moins la valeur explicative. Elles supposent en outre un discours argumentatif explicitant les implicites. Pour quelles raisons a-t-on choisi tel modèle et dans quelles conditions? C'est absolument essentiel, c'est-à-dire que le modèle doit être absolument justifié par celui qui l'utilise. Et lorsqu'on en parle, il dit « j'ai utilisé tel modèle parce que j'avais besoin, j'ai choisi tel et tel paramètre plutôt que d'autres », ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a une théorie déductive. Voilà les outils et les régimes de connaissance ou les régimes de scientificité à partir desquels le scientifique, au regard des résultats qu'il a obtenus, peut se considérer comme autorisé à donner un avis et intervenir socialement dans les délibérations. Il ne doit cependant jamais perdre de vue que ces résultats sont tributaires de la qualité des mesures empiriques initiales et des limites intrinsèques des modèles utilisés. Et ça, c'est souvent ce qu'on oublie souvent de dire. En prenant en compte de ces considérations, aucun mystère ne peut ni ne doit subsister. Aucun mensonge conduisant à une manipulation de l'opinion ne peut être accepté. C'est le prix à payer pour permettre des choix responsables et démocratiques. Il y a là, derrière ce que je viens de dire, une exigence éthique de la part de chacun des scientifiques. Ils doivent dire ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait. En ce sens, toute faute éthique, dissimulation, altération de résultats, bricolage des formules est inacceptable. Il n'y a pas d'alternative à cette exigence intellectuelle et certains dans les champs en construction utilisant abondamment les modèles et la simulation, comme la biologie, l'intelligence artificielle, l'environnement, l'économie, devraient, avant d'intervenir dans les journaux ou sur les ondes, s'interroger un peu plus sur les fondements scientifiques de leur discours. Et par fondement scientifique de leur discours, je veux dire le niveau de scientificité à laquelle ils se situent et comment ils en parlent. On ne peut pas non parler de la même manière si on a un corps théorique parfaitement mis en place, dont on déduit un certain nombre d'expériences et de résultats, et des expériences qui sont essentiellement des protocoles empiriques, dont on espère trouver des résultats statistiques et pour lesquels on doit faire beaucoup de tests. Ce n'est pas la même chose, et il faut le dire.
Sans cela, on le voit aujourd'hui, la défiance se construit, puisque personne ne dit effectivement ce qu'il fait, ou du moins contredit ce qu'a fait l'autre. La défiance se construit, elle se diffuse sur les réseaux sociaux, le complotisme fait fureur et la démocratie sociale est perdante. La reconstruction de lieux de discussion citoyenne, indépendamment du bruit des réseaux sociaux, s'impose au moins pour demander cela, c'est-à-dire pourquoi parlez-vous de cette manière et donnez toutes vos justifications. Merci. Marie-Christine peut nous faire part des questions. Je suis resté dans le cadre du temps imparti. Parfait. Ouais. Parfait. J'étais en train de regarder l'heure. Voilà. Marie-Christine, à toi. Ah. Marie-Christine ne nous entend pas. Non, c'est parce que je n'ai pas mis mon micro. Pardon. Pardon. Ce qui est assez désagréable quand on veut parler sans micro. Donc j'ai une première question, deux premières questions qui se rejoignent, me semble-t-il. Dans toutes les sciences, qu'elles soient dites dures ou humaines, n'y a-t-il pas néanmoins toujours le risque du rejet de certaines vérités ou des intérêts de certains sujets, les empêchant d'émerger? Et je dirais notamment du fait parce que les pairs scientifiques sont soumis à leurs propres croyances, je préférerais dire savoir, moi, influençant en certaines avancées scientifiques. Régulièrement, l'avancée des sciences n'a-t-elle pas été produite par des personnes vécues comme des déviants? À vous. Bon, je peux dire deux choses. Je ne crois pas qu'elle soit produite par des déviants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la science se construit, elle se construit essentiellement avec des hypothèses. Et d'où viennent les hypothèses? Alors ça, c'est l'imaginaire de chacun qui les construit, sauf si l'on est à l'intérieur d'un champ parfaitement déterminé, et alors là, on a une machine qui se met en place et qui se développe. Et je ne crois pas que ce soit des gens en dehors du circuit qui produisent, lorsqu'une science est constituée, de nouvelles hypothèses. Ce n'est pas comme ça exactement que cela se passe, et certainement pas des déviants. Il faut être, disons, parfaitement au courant des contenus scientifiques d'une époque pour produire de nouvelles hypothèses. Alors, quant à ceux qui ont des goûts particuliers pour telle ou telle science, je leur demande de s'interroger eux-mêmes sur les fondements, disons, de leurs connaissances et sur les raisons pour lesquelles ils font tel ou tel choix. Ça, c'est un problème personnel. Si vous n'avez pas une honnêteté absolue dans votre travail scientifique, ce n'est plus la peine de continuer. Il vaut mieux faire autre chose. Vous pouvez jouer en bourse, mais vous ne faites pas de la science. La science sur l'exigence intellectuelle et l'exigence éthique. Il faut le dire. Sinon, on part n'importe où. Madame Berthemieux. Alors, moi, je vais juste compléter un petit peu après ce que vient de dire Michel. Donc, je pense que la question dépasse l'honnêteté intellectuelle. Je pense qu'on peut être prisonnier de tout un tas de cultures. Et quand j'étais gamine, je me demandais comment se fait-il que les philosophes grecs n'aient pas pensé à dénoncer le colonialisme, enfin le colonialisme et donc je pense qu'en science on peut se poser la question du clonage. Est-ce qu'on a toujours, je pense que le clonage est venu tardivement parce qu'on faisait une idée de la place de l'homme sur Terre. Je pense qu'on peut être prisonnier d'un certain nombre de croyances, pas de croyances, parce que ce n'est pas des croyances. On peut être prisonnier de notre culture. Voilà. C'est pour ça que j'ai corrigé. Pour compléter, je suis assez d'accord avec cette question. Je pense qu'on peut être un peu prisonnier. C'est une difficulté. Et je pense que les personnes qui arrivent à se sortir de ça sont celles qui rompent vraiment leur vision du monde ou leur vision scientifique. Voilà. C'était juste pour compléter. Je vais ajouter mon petit grain de sel. C'est peut-être plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques siècles.
Nouvelle question. Ah, par exemple, vous pensez à enfin, au fait que la Terre autour du Soleil, il faut quand même pouvoir, oui, aller sortir d'un environnement intellectuel différent quand même. Il faut savoir remettre en cause des choses extraordinaires parfois. On ne risque pas le bûcher aujourd'hui. Oui, on a d'autres bûchers. Donc la question... Je ferai une remarque d'historien, là, je ferai une remarque d'historien. Il faut bien comprendre que le fait que la Terre tourne est une hypothèse qui ne pouvait pas être formulée par Galilée. Il n'a aucune preuve pour le faire. C'est donc une hypothèse complètement spéculative. Donc, une condamnation de Galilée, je vais dire des choses qui vont choquer, une condamnation de Galilée pour non-acceptation de l'hypothèse commune était justifiable. Et la raison pour laquelle il pouvait le faire, c'est parce que préalablement, le monde était devenu infini via les travaux de Bruno sur l'infinie puissance divine. Donc on est là dans des choses extrêmement compliquées. Et quant au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est un monde, mais peut-être avons-nous autant de blocage intellectuel en étant dans la science que pouvaient l'être les Grecs à leur époque. C'est une question oui, qu'il faut se poser. Parce que lorsque les gens regardaient le ciel, il n'y avait rien à voir dans le ciel, parce qu'on n'avait pas de raison d'y voir quelque chose. Lorsque Galilée tourne sa lunette, il veut prouver le fonctionnement de sa lunette. On est dans un autre monde. Et les gens ne voyaient rien à l'époque dans la lunette. Lui non plus, d'ailleurs, à mon avis, vu la lunette. Bon, donc tout est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Je ne fais pas de mes remarques personnelles parce que je ne suis pas là pour lancer des mais au contraire pour poser les questions du public. Donc, en l'occurrence, j'en ai plusieurs qui peuvent être liées. Il y en a une qui dit: est-ce que l'enseignement actuel des sciences et surtout leur méthodologie est suffisante pour développer l'esprit critique, ce qui me semble rejoindre, qui peut faire partie d'un tout. La vérité scientifique suffit-elle? L'utilisation qu'on en fait n'est-elle pas aussi importante? Et enfin, la troisième qui va dans le même champ, me semble-t-il, mais qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, l'observation simple des phénomènes a très souvent contribué à la source des grandes découvertes après coup, sans connaître a priori les tenants et les aboutissants de ce phénomène. Ça, c'est moi qui rajoute. Pour le dernier point, je ne pense pas qu'il n'y a jamais d'observation innocente. On observe toujours en ayant une pensée. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont vous observez en ayant un contenu. Vous n'êtes pas une tabula rasa quand vous observez quelque chose. Vous êtes déjà imprégné par le milieu dans lequel vous êtes et vous voyez les choses telles que tout le monde doit les voir. C'est tout. Alors, à un certain moment, il peut y avoir une modification radicale, mais on n'est jamais innocent devant un phénomène. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Sauf, disons, pour peut-être un naturaliste qui cueille des plantes, des herbes. Bon, ben, après, ça s'explique plus tard, mais en dehors de ça, dès qu'on entre dans un champ scientifique constitué, au départ, il y a une manière de voir le monde. Newton met en place les lumières monochromatiques, Newton la chute des corps dans le vide, tout ça, ça n'existe pas avant. Donc, ce n'est pas des observations. Ce ne sont pas des observations, ce sont des constructions théoriques basées sur des hypothèses qui permettent de faire une science après. Donc, il faut être bien clair là-dessus. Quant à l'enseignement de la science, je pense que le drame aujourd'hui, c'est qu'il est un peu... J'ai enseigné la physique il y a très longtemps. J'observe les livres d'aujourd'hui, je vois qu'il est dispersé et qu'il manque la chose essentielle, c'est-à-dire apprendre l'ordre déductif des phénomènes. Donc, il faut une construction effective au cours de l'année et non pas faire ça, faire ça, faire ça. Non, il faut apprendre à construire sa pensée. C'est ça l'esprit critique. L'esprit critique, c'est construire sa pensée rigoureusement et être capable ensuite d'analyser d'autres phénomènes. On n'est pas critique comme ça. On est critique parce qu'on a une pensée construite. Voilà. C'est tout, si je puis dire. Madame Berthemieux, vous avez quelque chose à dire? Alors,
Pour répondre à la première question, c'était est-ce que actuellement les sciences sont enseignées pour développer l'esprit critique, c'est ça? Alors, aujourd'hui, je ne sais pas, donc peut-être que ce que dit Michel Blais est réel et que, en fait, peut-être que les livres rapportent peut-être beaucoup plus de résultats qu'ils n'apportent d'éléments pour construire une réflexion, donc pour construire sa pensée. Ce qui est vrai, c'est qu'en science, c'est une qualité qui est importante d'avoir l'esprit critique, et je l'ai vu, et c'est vraiment essentiel pour pouvoir avancer, évoluer dans la vérité scientifique. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait évoluer des sujets et qu'on voit que la physique, la biologie, la chimie ont énormément évolué grâce, je pense, à cet esprit critique. Voilà. Et à l'avenir, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais voilà. Je ne sais pas répondre pour ce qui en est actuellement. Je suis enseignante. Je ne m'en rends pas compte. Alors, comme je crois que c'est la dernière question que je vais poser, je m'excuse pour ceux que je n'aurai pas. Il nous reste 6 minutes. Hein. Je vais faire un mini de plusieurs questions. Comment répondons au principe d'intégrité, de vérité, de réalité, de différence entre le vrai et le faux que vous avez donné? Et puis, qui peut dire qu'il détient une vérité scientifique à lui tout seul? Et puis aussi, comment intégrer les contradictions? Vous avez moins d'1 minute chacun pour répondre, c'est ça, monsieur le gardien du temps? Surtout que j'aurais une remarque à faire pour la suite. Alors, très très rapidement, donc comment faire la part des choses, si je peux le présenter comme ça. C'est effectivement pas facile. Moi, ce que je préconise, c'est de recouper les informations et puis d'aller vers des informations qui sont vérifiées. Donc, en principe, les scientifiques ont ce processus d'évaluation par les pairs qui est quand même qui n'est pas sans défaut, hein. Je reconnais qu'il y a des défauts, mais qui est quand même très robuste. Voilà. Ce qui veut dire qu'il faut aller vers ces résultats, être capable de les lire, ce qui n'est pas évident. Voilà. Peut-être que Michel Blais a des... Je vais dire deux choses. Je pense que effectivement, l'évaluation par les pairs est absolument indispensable. Ça va de soi. Mais il importe aussi que chacun expose son travail de la façon la plus organisée et la plus honnête possible. Il y a un problème d'honnêteté individuelle. Et ça, on ne peut pas y échapper. Si vous mettez une erreur volontaire dans un papier, quel qu'il soit, eh bien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut de l'honnêteté et surtout une organisation la plus déductive possible et montrer exactement ce que l'on a fait et comment on l'a fait. Il faut entrer dans les détails de ces procédures, car ce sont dans les détails que se cache le diable. Et le diable, il est souvent présent dans les papiers scientifiques. Voilà. Ton micro, Daniel. Ton micro, Daniel. Daniel, ton micro. J'ai 1 minute, Marie-Christine, pour compléter ce que Michel ou pas? Deux petites choses quand même, et après je vous laisse 1 minute, madame. Deux petites choses. Pour signaler, il a été question d'esprit critique tout à l'heure, pour signaler qu'il y a une table ronde demain consacrée à la construction de l'esprit critique, ce qui ferait suite à quelques propos qui ont été tenus. Et deuxièmement, je lisais sur les questions des choses concernant la défiance, les sources de la défiance. Eh bien, c'est tout simplement le titre, je crois, de la prochaine table ronde. Donc, ce n'est pas étonnant que Marie-Christine n'ait pas retenu cette question sur la défiance. Et je vous laisse la parole, madame. C'était juste pour dire que vérifier les informations, c'est compliqué parce que de plus en plus, en tout cas dans ma discipline, les travaux sont interdisciplinaires. Et donc, ça veut dire qu'une publication rapporte des résultats de différents champs disciplinaires. Et là, par rapport à ce que dit Michel Blais, ce n'est pas facile de tout vérifier. C'est même impossible, je dirais.
Voilà, donc l'éthique, ce sera un sujet abordé demain. C'est un autre sujet, mais qui est entier. Mais il va de soi que n'importe qui doit suivre une éthique scientifique. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est de plus en plus difficile parce que les travaux sont interdisciplinaires et que sont quasiment impossibles de les vérifier, sauf quelqu'un qui refait la même chose. Juste un mot, c'est très inquiétant. 2 minutes. Oui, mais c'est la réalité. Oui, mais c'est très inquiétant quand même. Et ça rejoint ce qui a été dit ce matin, soit par Bruno Canard, soit par, comment il s'appelait, John Crowley. Et effectivement, on arrive à une science qui risque de se développer en étant absolument plus maîtrisée. Et là, ça, c'est très, très inquiétant. Oui, oui. Mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Je crois que c'est Bruno Canard ce matin. Et ça, c'est un vrai problème et il va falloir trouver des solutions.